Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 52e webinaire organisé par le réseau Rappel, qui est aujourd'hui consacré au sujet des ensembliers solidaires. Accompagner les acteurs de terrain pour changer d'échelle dans la lutte contre la grande précarité énergétique, c'est l'objectif de l'association et du collectif Stop Exclusion énergétique. Ces 60 membres ont collaboré pour définir le métier d'ensemblier solidaire et créer un fonds pour financer le reste à charge des plus modestes. Ce webinaire est destiné à mieux connaître ce nouveau métier. Il mettra en lumière des témoignages de personnes qui ont été formées et qui expérimentent chaque jour sur le terrain. Une nouvelle étape va être franchie en 2023 avec la mise en œuvre de démonstrateurs à grande échelle de la démarche sur 14 territoires, aussi bien urbains que ruraux, les territoires zéro exclusion énergétique. Et cette démarche sera aussi présentée. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 5 intervenants pour aborder ces sujets. Et nous avons donc avec nous Gilles Béraud, qui est directeur général de Stop Exclusion énergétique et qui nous présentera en introduction le métier d'ensemblier solidaire et la nécessité de changer l'approche territoriale au service du changement d'ambition. Il y aura également Lydie Millet, qui est chargée de projet Habitat au sein des Compagnons Bâtisseurs, qui présentera les besoins liés au métier, les besoins en formation. Sur la base de 2 chantiers réalisés, Camille Deguy, qui est coordinatrice sociale et financière au sein du réseau Ecohabitat, évoquera les compétences nécessaires sur l'identification et l'ingénierie financière. Pierre Seri, qui est conseiller en rénovation performante au sein de Dorémy, et Mathieu Chépagnac, qui est coordinateur territorial au Compagnon Bâtisseur Centre-Val de Loire, compléteront sur le volet mise en œuvre des chantiers et relations avec les artisans pour une rénovation globale et performante. Enfin, nous redonnerons la parole à Gilles Béraud pour la présentation du programme C2E Territoire Zéro Exclusion énergétique et les opportunités qu'il représente pour former et financer la mission d'ensemblier solidaire. Ces 2 interventions seront regroupées en 2 séquences et chacune sera suivie d'un temps de questions-réponses. Donc, merci beaucoup à nos intervenants d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et on se retrouve dans environ 45 minutes pour le temps de questions-réponses et je laisse la parole à Gilles Béraud. Gilles, il me semble que ton micro est éteint. Alors, je recommence. Merci de l'information. Voilà, donc je m'appelle Gilles Béraud, je suis délégué général d'un collectif qui s'appelle Stop Exclusion énergétique, collectif multi-acteurs qu'on a créé, enfin on avait commencé en 2019, mais on l'a créé en 2020. On est 60 organisations aujourd'hui. Vous voyez là les logos, il y a à la fois les acteurs de la solidarité, de l'écologie, des territoires, des entreprises, des agences d'État, et on collabore autour d'un scénario. On aura une nouvelle version dans quelques semaines maintenant. Le scénario essaye de définir comment on peut éradiquer la grande précarité énergétique en France. On a une ambassadrice qui est Emmanuelle Béard, vous l'avez peut-être vu déjà, qui nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Je vais essayer de mettre en grand écran, voilà, ça marchera mieux, sur l'ensemble de nos sujets. Donc nous, on a 5 grands points. D'abord, se mettre d'accord sur une stratégie, réinventer, trouver des financements. Effectivement, on a un fonds pour le reste à charge qui finance à peu près, enfin cette année, on devrait être à peu près 150 restes à charge en France. Évidemment, toute organisation qui accompagne les grands précaires peut être accompagnée, peut bénéficier de ce fonds. Des outils, donc c'est l'objet aujourd'hui, notamment la définition de ce métier. Donc définir un métier, ça veut dire voir comment on va former les gens, quels outils. On a depuis maintenant presque 18 mois une dizaine de personnes en formation, dont certaines autour de la table, mais c'est aussi mobiliser, animer, on a des trophées, et bien évidemment de partager les expériences de tout le monde pour qu'on puisse, tout ce qu'on fait puisse bénéficier à tout le monde. Voilà, donc j'essaie d'avancer mon PowerPoint qui est plus ou moins bloqué, j'ai l'impression. Non, voilà, ça marche. Alors, on a défini une méthode, une démarche, un parcours de rénovation en 5 points: identifier, organiser, financer, réaliser, suivre. Mais tout ça doit être animé par un ensemblier solidaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois capable de faire de l'accompagnement social, de l'ingénierie financière, et on sait tous que c'est un point particulièrement compliqué, mais aussi, évidemment, piloter la réalisation sur un plan technique, du moment où on aide la famille à faire son projet, jusqu'au choix des artisans et surtout la coordination des artisans, qui est souvent un point
important. Je vais aller très rapidement pour qu'on soit très concret, mais on a vraiment défini un peu toutes ces différentes étapes en sous-étapes et on continue vraiment à travailler, à développer parce que tout ça, c'est vraiment des outils nécessaires derrière, y compris numériques. On est sur une part, on travaille, pardon, sur plusieurs années. Pour l'instant, on considère qu'on est dans l'essaimage. On va capitaliser, on a déjà commencé à le faire. L'enjeu, évidemment, et c'est pour ça qu'on a candidaté au programme ces 2 ans, on en parlera tout à l'heure, à un financement pour pouvoir financer beaucoup plus massivement et former des ensembliers solidaires. Actuellement, le pilote qu'on avait lancé avec les compagnons bâtisseurs d'Orémi et Réseau Ecohabitat qui sont autour de la table, mais aussi l'ensemble de nos membres, ça a permis de valider l'approche. On est en train de construire un référentiel de formation qu'on aura le plaisir de vous partager dans quelques mois. Mais évidemment, tout ça est sur le terrain parce que la formation, c'est à la fois de façon théorique, mais aussi vraiment de façon très concrète dans la confrontation des approches. Et en l'occurrence, on a accompagné 25 familles dans le cadre de l'expérimentation. Je vais prendre un exemple type, mais on approfondira effectivement dans la présentation quelques projets tout à l'heure. Voilà, on voit une maison qui est une passoire énergétique, qui est habitée par des gens qui vivent. Nous, on considère que la référence, c'est 50% du plafond ANA, c'est-à-dire à peu près 10 € par jour et par personne, et qui est dans une situation évidemment extrêmement compliquée de confort de vie, été comme hiver, et avec des conséquences sur la santé, sur la réussite des enfants à l'école, sur l'emploi, etc. Voilà. Pardon, là je vais trop vite. J'allais vers le programme C2E. Nous, les priorités, elles sont aider à une montée en compétences. Donc, c'est pour ça qu'on a défini collectivement ce métier d'ensemblier solidaire et on va continuer à le faire. On a l'objectif que ce soit un métier reconnu comme tel. On travaille avec un de nos membres qui est l'AFPA à enclencher la démarche pour que ce soit un jour une reconnaissance à RNCP. Quand je dis un jour, c'est d'ici le moins possible de mois et d'années. On a une nécessité aussi de faire monter en compétence tous ceux qui sont les tiers de confiance, à savoir les associations, les CCAS, tous nos interlocuteurs, mais aussi les artisans, puisqu'il faut aussi les former, il faut aussi les outiller via un travail qu'on mène sur un sujet, je crois que certains connaissent bien, qui sont les caisses d'avance ou le tiers financement. Voilà, mais c'est aussi une question de valorisation. C'est pour ça qu'on a créé les trophées que j'ai évoqués tout à l'heure, et parce que c'est en montrant que ça marche et en montrant que certaines démarches, certains projets qui sont mis en œuvre sur le terrain, ben, ces projets-là peuvent être duplicables ailleurs. Et c'est ça, c'est un des enjeux du rappel. Et comme vous, je crois, je suis de façon quotidienne la liste de diffusion, parce que c'est par l'expérience des autres qu'on arrive à démontrer que c'est possible et qu'on peut effectivement changer d'échelle. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin à ce stade. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'écouter ceux qui font concrètement sur le terrain, que nous, on essaye collectivement d'accompagner, parce que notre idée, c'est vraiment ça, c'est comment on peut aider ceux qui sont déjà sur le terrain à agir avec plus d'ambition et surtout avec plus de moyens et de compétences. Merci beaucoup, Gilles, pour ces propos liminaires sur Ensemblier solidaire. Je vais passer la parole à Lydie Millet, qui est donc du coup chargée de projet Habitat au sein des Compagnons Bâtisseurs et qui va nous faire la présentation des besoins en formation liés au métier. Lydie, est-ce que tu es encore parmi nous? Oui, Oui, j'essaye de super. partager mon écran. Ça fonctionnait tout à l'heure, ça ne fonctionne plus. Non, Parfait. non. Est-ce que tu as la présentation sous les yeux, Sarah? Je suis désolée, je n'arrive pas à partager. Alors, ah, ben voilà, Aurélien. Alors, Allez, si on pouvait se mettre sur la première, s'il vous plaît. allez, je vous laisse avec Aurélien, du coup, gérer la présentation. À tout à l'heure. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous.
Donc, le parcours de formation, quand je suivais les 10 premiers ensembliers solidaires, c'était entre octobre 2021 et ça se termine en mars, d'ici 2 mois. Donc, avec une formation en 2 parties, une formation d'abord théorique avec 3 modules en salle, un module social et financier, un module technique, un module sur l'autoréhabilitation accompagnée, avec des séminaires de tronc commun également en salle, où on nous présentait le contexte, le projet, le parcours de formation, un approfondissement aussi des volets sécuritaires et financiers, des études de projet évidemment et du partage de bonnes pratiques. La deuxième partie, c'est la formation pratique qui s'est faite avec l'accompagnement des 25 ménages accompagnés, donc 25 ménages accompagnés en Occitanie, en Centre-Val de Loire, en Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France. Et puis également au travers de la mobilisation, la sensibilisation et formation des acteurs du territoire, aussi bien les entreprises locales que les repérants, comme le disait Gilles, les CCAS, enfin, les travailleurs sociaux, et puis également la formation action des habitants. Aurélien, si tu veux passer à la diapo suivante. Merci. Donc, le profil des ensembliers solidaires, donc, plutôt technique. Vous voyez, on a des chargés d'animation technique et territoriale, quelques opérateurs habitat, notamment des chargés d'opération ANA, des formateurs en pouvoir de police des maires et des préfets, inspecteurs de salubrité, maîtreurs, AMO, encadrants de chantier d'insertion. Voilà, donc un profil plus technique à la base. Si tu veux passer, Aurélien. Voilà, donc nous sommes 3 structures, Réseau Éco-Habitat, Doremi et les Compagnons Bâtisseurs, chacun avec nos différences et nos complémentarités. Donc Éco-Habitat, le réseau Éco-Habitat, pardon, REH, est spécialisé sur l'accompagnement des familles en situation de grande précarité sociale et financière, et avec la particularité aussi d'avoir une force de mobilisation des réseaux de bénévoles dans le parcours d'accompagnement des ménages. Alors, Réseau Éco-Habitat est aussi lauréat du ministère de la Transition écologique pour mon projet pour la planète, mais également créateur de changements systémiques définis par Ashoka France. Puis, il y a eu un prix La France s'engage et un trophée de l'innovation catégorie sociale. Doremi, c'est un acteur majeur de la rénovation performante en France, filiale du groupe Négawatt, qui a défini des solutions techniques de rénovation sans calcul thermique. C'est un spécialiste de la formation action des groupements d'artisans locaux. Doremi pilote également un programme certificat d'économie d'énergie facile à réno depuis 2019 à l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale et est organisme de formation certifié Calliope. Les Compagnons Bâtisseurs, c'est un réseau associatif historique de l'autoréhabilitation accompagnée depuis 1957, qui accompagne les habitants en situation de mal logement, qui mobilise également les habitants à chaque étape de leur projet, puisqu'on fait avec, on fait ensemble. Et les Compagnons Bâtisseurs sont présents dans 14 régions en métropole et en outre-mer, avec de l'innovation sociale aussi, avec les bricobus notamment et les plateformes de dons Solibat. Et les Compagnons Bâtisseurs sont aussi organismes de formation certifiés Calliope. Si tu veux passer, Aurélien, merci. Donc, on va rapidement passer sur le contenu des formations. Alors, la première formation, c'est la formation à l'accompagnement social et financier qui a été dispensée par Réseau Éco-Habitat, avec Camille notamment autour de la table, avec la place du tiers de confiance, son profil, sa posture, son rôle, comment l'identifier, avec des témoignages, mais également les propriétaires occupants en situation de précarité énergétique ou en situation de grande précarité, l'approche sociale des situations, comment identifier, repérer, comment convaincre une famille et instaurer un lien de confiance, adapter sa posture aussi avec des portraits de famille. Le coordinateur social et financier, donc son rôle, ses actions, sa relation aussi avec le coordinateur technique, mais aussi avec le tiers de confiance, les risques à éviter pour réaliser le projet, le montage du dossier, donc le montage complet, le montage financier, et voilà, et sa relation avec la coordination.
Le financement des projets de rénovation globale et performante, donc c'est tout l'écosystème des aides, qu'elles soient publiques, privées et toute autre source de financement, avec des études de cas. Ensuite, une présentation des grilles de l'évaluation de la dégradation de l'habitat et de l'état d'insalubrité, avec des portraits de logement et des échanges de pratiques et de retours d'expérience qui ont ponctué toute la formation. Et vous le verrez, les échanges de pratiques et retours d'expérience, il y en a eu à chaque rencontre des ensembliers solidaires. Donc, la deuxième formation, c'était Doremi, donc la formation technique avec les fondamentaux de la rénovation complète et performante, les bénéfices, les intérêts partagés, le parcours, les étapes, les outils techniques organisationnels et commerciaux. Et puis, c'est l'état des lieux architectural et technique, le diagnostic avec les enjeux, les bonnes pratiques, la répartition des rôles aussi entre artisans, les études de situation. Ensuite, les 6 postes de travaux énergétiques, plancher, murs, toiture, menuiserie, ventilation et le pack chauffage et eau chaude sanitaire, le traitement des interfaces, l'étanchéité à l'air, la migration de la vapeur d'eau, les ponts thermiques. Ensuite, les solutions techniques de rénovation Doremi sans calcul thermique, et puis la performance collective, comment l'atteindre en groupement. Quelle posture adopter aussi pour présenter le projet au maître d'ouvrage en tant que groupement, et puis avec des flash métiers, et évidemment les échanges de pratiques et retours d'expérience. Et le troisième module, c'était l'autoréhabilitation accompagnée, avec des éléments de contexte, la définition de l'autoréhabilitation accompagnée et les éléments de contexte, comment organiser le projet de la personne, comment la mobiliser dès le diagnostic, alors l'orientation, la visite, l'évaluation sociale, technique financière, le rapport, et voilà, surtout la mobilisation du ménage dans la démarche d'autoréhabilitation accompagnée à chaque étape dès le diagnostic, alors l'autodiagnostic accompagné. L'émission du binôme compagnon-bâtisseur avec l'animateur technique et l'animateur habitat, les acteurs locaux mobilisés autour d'une démarche d'autoréhabilitation accompagnée et l'accompagnement du ménage au choix des travaux qui seront réalisés par lui-même en autoréhabilitation accompagnée. Ensuite, il y avait une partie sécurisation de la démarche d'autoréhabilitation accompagnée. Alors évidemment, la sécurisation financière avec le budget, le plan de financement, définition du reste à charge, l'approvisionnement aussi sur les plateformes de dons Solibat. Ensuite, la sécurisation assurantielle des chantiers en autoréhabilitation accompagnée, tous les documents contractuels nécessaires, dont la convention avec l'habitant, et puis l'étude de situation. Et enfin, c'est réaliser le projet avec la personne. Comment construire, coordonner, animer une équipe autour du projet de la personne, planifier, approvisionner le chantier d'autoréhabilitation accompagnée, comment accompagner, préparer à la mise en œuvre, à la coordination et au suivi comptable, donc l'accompagnement du ménage et l'accompagnement aussi du ménage à la réception de ses travaux et du suivi après chantier, avec toujours les échanges de pratiques et retours d'expérience. On avait la formation pratique, donc comme je l'ai abordé tout à l'heure, c'était une articulation des temps de formation en salle et des temps d'application sur le terrain à travers les 25 ménages, les 25 projets de ménage accompagnés, et puis également des échanges de pratiques avec tout le collectif. Les journées tronc commun. Il y a eu une première session au mois d'avril avant de commencer les modules de formation, alors qui avait pour objectif de se faire rencontrer que les ensembliers solidaires se rencontrent, de mettre en place un collectif, de présenter le projet, le parcours de formation, puis des retours d'expérience. La deuxième session a eu lieu fin novembre avec l'approfondissement du volet financier en présence de l'ANA, l'approfondissement du volet sécuritaire avec GRDF et toujours les études de projets régionaux, des retours d'expérience et puis quelques groupes de travail en ligne et notamment tout ce qui tourne autour des financements innovants et du préfinancement et un groupe de travail autour du développement de l'outil numérique pour l'accompagnement des ménages. Les premiers retours, c'est qu'on est tous complémentaires. Vous voyez que, voilà, on est tous complémentaires. On parle aussi beaucoup de territoires, puisque selon les territoires, les ménages accompagnés sont souvent les mêmes, mais les financements, pas tout à fait. L'évaluation est en cours aujourd'hui. On vous en dira un petit peu plus d'ici 2 mois, je pense. Si tu veux avancer, Aurélien.
Voilà, donc les compétences aujourd'hui qui ressortent, les compétences des ensembliers solidaires, elles sont techniques, donc aussi bien conception, mise en œuvre, suivi, coordination de projets de rénovation globale et performante. C'est l'accompagnement social des propriétaires occupants en situation de grande précarité. Le volet ingénierie financière avec l'évaluation de la situation économique du ménage, la réalisation et la mise à jour du plan de financement, mais également le dépôt des dossiers, l'accompagnement à la gestion du préfinancement. Et puis, l'apport en industrie du ménage, c'est l'autoréhabilitation accompagnée. Si le ménage souhaite réaliser des lots de travaux en autoréhabilitation accompagnée, on met en place la démarche. Donc, les compétences de l'ensemblier solidaire, elles sont plus ou moins sensiblement les mêmes que celles de l'accompagnateur rénov, mon accompagnateur rénov, mais prestations obligatoires et prestations d'accompagnement renforcées. Alors, les prochaines étapes, je vous disais tout à l'heure, l'évaluation, elle est en cours, l'évaluation du parcours de formation pour une restitution provisoire mi-mars et puis une mise en débat des recommandations avec tous les opérateurs. Fin mars, c'est la restitution finale de l'évaluation. Au premier semestre, comme le disait Gilles, c'est la définition du référentiel de formation ensemblier solidaire et puis à définir l'inscription du métier d'ensemblier solidaire au registre national des certifications professionnelles. Voilà. Merci beaucoup Lydie pour cette présentation. Je propose maintenant de passer la parole au témoignage de Camille, Pierre et Mathieu ensuite. Vous avez, Camille, une bonne dizaine de minutes, et Pierre et Mathieu aussi pour présenter les chantiers. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bon. C'est parfait Camille, on t'entend bien. Nickel. Pour ma part, du coup, je fais partie de Réseau Eco-Habitat, qui est une structure d'accompagnement sur les Hauts-de-France. Je ne vais pas faire la présentation d'une situation. Je laisse les collègues le faire, Mathieu et Pierre, par la suite. Je vais par contre vous apporter des informations quant à l'accompagnement social et financier qu'apporte Réseau Eco-Habitat dans le collectif STOP et qu'est-ce que ça définit exactement. Donc, Réseau Eco-Habitat apporte ses connaissances et son savoir-faire en termes d'accompagnement social et s'est nourri des compétences des deux autres accompagnateurs pilotes sur tout ce qui est ingénierie technique. On comprend, nous, en accompagnement social et financier, à savoir la pratique, telle que le fait Réseau Eco-Habitat, c'est le travail du budget avec les familles, c'est sortir une famille qui est en très grande précarité, tant habitable que financière, pour avoir un avenir plus serein, meilleur. L'objectif, c'est de travailler avec ces ménages sur les liens qu'on peut faire avec les travailleurs sociaux aux alentours. C'est accompagner les personnes pour les protéger et assainir une situation qui peut être un peu tendancieuse ou un peu inconfortable. Et c'est créer du lien avec des acteurs économiques et locaux. Tout ça, ça ne peut pas se faire sans la présence d'un tiers de confiance, un bénévole. Réseau Eco-Habitat travaille avec de nombreuses associations, notamment le Secours catholique. Et l'objectif, c'est de rassurer, accompagner et permettre à la famille de s'en sortir en tout point. On peut suffisamment constater que l'habitation, c'est une clé d'entrée par moment sur des problèmes qui sont directement visibles. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des sources de problèmes bien plus profondes. Et lorsqu'on arrive à résoudre toutes ces sources de problèmes-là, on arrive à un avenir serein et confiant. Le tiers de confiance, il nous accompagne dès le départ, dès l'accompagnement des familles. Il nous aide dans la constitution du projet. Il rassure les familles, il accompagne dans l'élaboration des devis. Il est là pour conforter au moment des travaux. Mais s'il le peut, il poursuit après notre départ pour s'assurer que les familles assurent parfaitement l'entretien du logement et utilisent correctement les installations qui leur sont proposées. L'importance de ce tiers de confiance, c'est également dans la valorisation des compétences des ménages. La prise de confiance de par un habitat plus sain et serein permet également une prise de conscience en termes
de vie sociale. L'idée, c'est, dans de nombreuses situations, de permettre aux familles de retrouver une vie active après les travaux. Et donc, par moment, on se rend compte qu'il est très intéressant de les allier au projet et de leur proposer de mettre la main à la pâte, comme on dit, de façon à reprendre confiance et à se rendre compte qu'ils sont aussi, eux, capables de faire de nombreuses choses de leur logement. Ça peut être le désencombrement du logement pour permettre l'accès aux travaux, mais ça peut être également les travaux tels que peut le pratiquer compagnon bâtisseur avec l'autoréhabitation accompagnée et la finalisation des travaux avec toute la préparation à la vie d'après, finalement à l'appropriation du logement. Donc, le tiers de confiance, il a un rôle assez majeur et important parce qu'il peut nous permettre, tout au cours du montage de dossier, d'extraire ces informations qui permettent de faire révéler les compétences des habitants et leur permettre plus facilement l'appropriation et le confort de la vie d'après. Le travail de Réseau Ecohabitat, il s'est énormément nourri des compétences des deux organismes Compagnon Bâtisseur et Doremi en termes d'ingénierie technique, de pathologie du bâtiment. On en ressort avec des compétences techniques plus définies, avec un traitement de l'air plus poussé, qui permet également de prendre en jeu l'impact de la santé sur le logement et sur les habitants. On s'est suffisamment rendu compte que des logements trop humides qui, du coup, peuvent être constatés sur l'état du logement, peuvent avoir un aspect très néfaste sur la santé des habitants, notamment des plus jeunes. Et du coup, l'enjeu, il est très important et il doit être régulé sur tout le projet. Donc voilà, l'idée, c'est d'associer le savoir-faire social avec les connaissances des familles, les besoins des familles, avec le tiers de confiance, qui est cet allié, cette force durant tout le projet, aux compétences techniques et à l'ingénierie financière qu'on peut en ressortir de ce projet-là. L'objectif, c'est d'allier le technique et le financier de façon à avoir un projet qui permet de valoriser le maximum du bâti et le maximum des financements locaux. Aujourd'hui, il en existe beaucoup. On peut encore dire que les restes à charge sont difficiles à boucler et en ça, stop à l'exclusion énergétique est une force. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le maximum de financement public et privé de façon à tirer le meilleur du logement et donc des programmes de travaux et de sortir le logement de la très grande précarité thermique. Voilà. Merci beaucoup Camille pour ton témoignage et cette super intervention. Ça a suscité des questions dans l'onglet questions-réponses, donc Aurélien pourra les relayer à l'issue de la présentation de Pierre et Mathieu, à qui je passe désormais la parole pour nous présenter du coup un chantier. Pierre, n'oublie pas d'ouvrir ton micro, Mathieu également, quand vous êtes prêts. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Pierre Sery, donc je suis chez Doremi comme la présentation l'a fait et on va vous exposer un projet avec Mathieu qu'on a réalisé ensemble. Camille a très justement dit le savoir-faire social, c'était vraiment quelque chose qui est, je pense, ancré chez les compagnons bâtisseurs et chez Réseau Ecohabitat. Chez nous, un peu moins, on avait moins ce maillage-là, ou alors les personnes pensaient que Doremi, c'était vraiment plus pour des personnes un peu plus aisées. Voilà, 45% de nous, de nos projets sont faits chez des modestes très modestes. Mais les très précaires, comme Gilles l'a dit, à 50% du montage, ils ne venaient pas chez nous. Euh, voilà un petit peu moi ce que j'ai vraiment acquis sur cette partie-là, essayer d'étendre mon réseau sur le milieu associatif qui pouvait nous déceler vraiment des personnes qui étaient en précarité énergétique. Ça a été le grand gain et la grande bonne surprise, en plus de rencontrer Camille, Lydie et Mathieu lors des formations. Mathieu, je ne sais pas si tu veux intervenir. Non, c'est très bien, Pierre, pas de problème. Donc du coup, nous, notre projet, il a été amené par un artisan d'Oremi qui a fait qui s'est rendu compte. Donc voilà, il y a toujours le maillage associatif. On vient de le dire, le Secours catholique, Camille l'a dit, mais nous, c'est forcément des personnes de terrain aussi, qui sont les artisans et qui ont identifié cette Madame F, qui était une femme seule avec 4 enfants, pardon, des problèmes d'humidité et une dépense énergétique assez importante sans avoir de confort. Et Camille l'a dit aussi, avec des problèmes de santé dus aux moisissures.
Elle a été du coup contactée. J'ai mis une petite notion de temps pour que voilà, on soit vraiment opérationnel auprès de Doremi en 2021. Le budget était limité et on s'est vite rendu compte qu'on aurait du mal à boucler au niveau financier. Aussi, avec l'avantage, l'avance des fonds, des aides, ça allait être compliqué. Donc, on était à plus de 100 000 euros en septembre 2021. Et là, on a eu la chance de rentrer dans l'ensemblier solidaire où les champs des possibles s'est ouvert à nous et les compagnons bâtisseurs sont devenus une évidence pour ARA, pour aussi guider Madame F dans l'accompagnement financier. Donc, ça, c'est arrivé du coup au tout début de notre formation au sein de l'ensemblier solidaire. Il y a eu du montage, je ne sais pas si tu as dû réajuster, hein, Mathieu, à ce moment-là, hein, puisqu'il y a des artisans qui avaient une belle vision de l'ARA, d'autres un peu moins. Donc, voilà, tu as dû aussi un petit peu ajuster la mire sur ces parties-là. Mais c'était quand même pas mal d'avoir un artisan qui avait cette vision et qui s'est dit que même des personnes très modestes pouvaient bénéficier d'une rénovation complète et performante de son logement. On était vraiment sur une passoire. Ça, on sait faire chez Doremi. Étiquette A, on sait faire aussi. Voilà, donc on était vraiment sur des consommations. Les coefficients d'insalubrité et indices de dégradation, moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est Camille vraiment qui m'a fait découvrir ces indices-là. On ne l'a même pas envisagé ou porté sur ce projet. Et on était sur une surface de 113 mètres carrés. Au niveau des lots de la rénovation sur du Doremi, c'est tous les lots qui sont envisagés. Donc ITE, si je les ai mis en rouge, c'est que vous avez bien compris que c'est basculé en ARA avec la supervision de Mathieu. La ventilation double flux, ça c'est cool qu'ils aient pu l'apprendre. Ouais. Menuiserie, occultation, comble, avec en plus un peu de solibat, mais là je vais te laisser en parler, hein, je crois. Une couverture, il y avait une suppression de boisseaux à faire, de l'électricité et l'isolation périphérique enterrée aussi, isolation du plancher bas. Est-ce que Mathieu, tu veux parler un petit peu de ces différents postes ou les interactions? Ouais, tout à fait. Sur en fait la façon dont ça s'est monté. Bon, enfin après, je pense que tout le monde sait un peu comment est-ce que ça se passe. Ces gros chantiers sur les questions de montage financier, il y a une temporalité qui est très longue. Et effectivement, entre le moment où on a commencé à accompagner Madame dans ce projet de travaux, le moment où on a eu les notifications des différents organismes par rapport au financement et le moment où on allait démarrer le chantier, effectivement, il y a un certain nombre de contraintes aussi qui sont impliquées, notamment auprès des artisans, sur lesquels il a fallu qu'on soit facilitateur pour essayer de simplifier un peu le projet de travaux. Donc notamment sur l'isolation des combles en ouate de cellulose. Il se trouve que le devis initial qui avait été édité à un moment donné et le moment où on a eu le financement, il y a eu une évolution de prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui. Et donc, on a sollicité un donateur, notamment pour les matériaux, pour l'isolation des combles en ouate de cellulose. Donc ça, c'est dans le cadre d'un partenariat avec des entreprises qu'on a réussi à gérer avec l'entreprise une négociation pour pas qu'elle bouge son devis en lui proposant des matériaux de construction, la Watt en l'occurrence, qui a été donné pour ce chantier-là. Après, il y a eu quelques petits trucs aussi qu'il fallait ajuster. Donc, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout pour que le projet se passe bien. Ça a été aussi sur la partie chauffage. Donc, c'était une chaudière gaz qui était prévue sur le chantier de Madame F. Et donc, on s'est chargé aussi du raccordement qu'on a négocié avec GRDF à très bas coût parce que c'est quelque chose qui n'était pas rentré dans le plan de financement. Donc, au fur et à mesure, en fait, on découvre des fois des problématiques et nous, on se situe comme facilitateur, mais aussi pour garantir finalement le maintien du plan de financement, enfin du financement, parce que c'est des personnes qui sont très contraintes. Donc, tout de suite, 500 euros par-ci, 300 euros par-là, etc. Ça peut bousculer un petit peu l'équilibre financier. Et on a les contacts et les actions qui permettent finalement de maintenir ce côté-là. Donc, c'est effectivement, c'est quelque chose de très
de très costaud, hein, enfin une rénovation complète, parce que effectivement sur ce chantier-là, on avait à la fois la position de tiers de confiance vis-à-vis de la dame. On l'avait régulièrement au téléphone, elle voyait quand même des financements arrivés sur son compte, donc des sommes d'argent qui étaient très costauds, et puis c'était signé des devis, enfin voilà, des choses qu'elle n'a pas qu'elle n'avait pas l'habitude de voir. Donc ça a un côté très stressant. Et effectivement, le côté tiers de confiance, c'est important parce que finalement, à chaque étape, ça bouscule un peu le quotidien, la mise en chantier. Voilà, on voit des entreprises, ça bouge. La bâtisse, elle évolue, elle bouge, etc. Donc, il y a énormément d'inquiétudes. Donc, voilà, en fait, sur la garantie du passage à l'action et finalement de la participation et de l'appropriation du projet, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Donc, dans Réseau Ecohabitat, le côté tiers de confiance, c'est quand même quelque chose de très, très important pour pas que la personne se retrouve complètement isolé par rapport à tout ce chantier-là. Bon, voilà, là, on est vraiment en phase finale du chantier. On a fait le test d'étanchéité. Donc, ça, c'est plus Pierre qui pourra expliquer sur l'aspect technique. Mais effectivement, c'est un ménage qui va avoir une maison clairement très, très bien rénovée, niveau BBC, très étanche à l'air. Voilà. Quand on s'est inclus dans ce projet-là, c'était dans le cadre de l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le ménage va participer pour vraiment réduire le reste à charge, et surtout sur les travaux en termes de finition. Après, il y a des lots techniques qu'on a récupérés aussi parce que une entreprise s'est désengagée à un moment donné. Enfin, ça collait pas et on n'allait pas bloquer le montage parce que c'est des choses qui sont assez longues. Donc voilà, on a été mobilisés. On nous a demandé est-ce que vous pourriez réaliser la VMC double flux. On s'est lancé là-dedans. Ça n'a pas été une mince affaire, mais on a quand même réussi à le faire. Et voilà. Donc, c'est effectivement une expérience très intéressante parce que c'est des chantiers quand même qui sont lourds avec un montage financier qui est très compliqué. Nous, il a fallu qu'on fasse l'interface aussi avec beaucoup d'organismes du coup parce que effectivement, Madame F comprend pas trop et c'est très très complexe. Donc que ce soit vis-à-vis de la banque pour l'éco-PTZ, que ce soit… je ne sais pas si tu peux passer, Oui, je vais Pierre, passer sur juste ça. sur- Juste en petite fierté, tu te souviens du résultat du TSN 50? Oui, on était à 2,60 avant les corrections, c'est-à-dire au moment du test. Donc voilà, là, on est à boucher tous les petits trous. Donc il n'y en aura pas un deuxième qui sera réalisé. Mais je pense qu'on sera très, très proche du résultat. Enfin, ça a été très, très positif, en fait. Ok. Mieux que sur du neuf en réno, quoi. C'est ça que je veux. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait les choses bien, on a pris le temps. Donc, vraiment, on prend le temps aussi d'accompagner, de rassurer le ménage, c'est-à-dire sur toutes les phases de chantier, sur les inquiétudes, etc. Vraiment, on est là pour accompagner la personne qui voilà, voit les choses se faire. On comprend bien que c'est des choses qui peuvent être particulièrement déstabilisantes pour quelqu'un qui connaît pas trop. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est clair que le tiers de confiance et le temps on va dire qu'on va passer pour rassurer, pour accompagner, pour mettre en place, signer les papiers, etc., etc. C'est quelque chose qui est essentiel vraiment pour le succès d'une opération de ce type-là. Voilà. Donc, bon, nous, sur l'ingénierie financière, il y a pas mal de choses qu'on a réalisées. Du coup, c'est vrai que sur ce chantier-là, on avait à la fois la position du tiers de confiance, mais aussi sur de l'accompagnement technique des parties qui nous concernaient, les interfaces qu'on avait avec les différentes entreprises. Ça a été quand même quelque chose de très enrichissant. Et voilà. Mais ça se passe bien. Voilà, ça se passe très très bien. Mais c'est la spécificité de ce chantier, effectivement, c'est qu'on avait à la fois la position de tiers de confiance
Sur l'ingénierie technique, effectivement, il y avait quand même des choses où il a fallu s'organiser avec les entreprises, notamment pour la VMC double flux, des interfaces avec le plombier pour ce qui était de l'isolation du rez-de-jardin, qu'on faisait par l'intérieur. Et puis, sur le montage financier aussi, c'est-à-dire solliciter un certain nombre d'aides, que ce soit la région, etc. Donc, ça, c'est du dossier. Et donc, il y a beaucoup d'accompagnement à avoir vis-à-vis du bénéficiaire sur le montage de ces dossiers-là, sur le suivi de ces dossiers-là, sur les notifications, elles arrivent, etc. Et comment est-ce qu'on gère un peu le budget sur la signature des devis, sur le paiement des factures. C'est des choses qui peuvent être assez déstabilisantes pour les publics qu'on accompagne. Donc, c'est effectivement un accompagnement. Enfin, voilà. Lydie disait tout à l'heure l'accompagnement renforcé, mon accompagnateur Rénov', en termes de temps alloué sur le fait de rassurer la personne, l'accompagner sur tous ces aspects-là, c'est clairement une nécessité parce que il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, il faut savoir rassurer et voilà, faut pouvoir gérer ça au mieux. Vous voyez, le plan de financement est un truc de dingue. Donc, c'est très, très important sur l'accompagnement. C'est forcément plus simple de faire des lots par lot comme du temps des combles à 1 euro. Donc, voilà, c'est vraiment pousser le ménage à avoir une solution technique en un seul moment. Quand on arrive à la financer, ARA est parfait pour réussir à boucler, à rester dans le budget. Et voilà, c'est un montage financier qui est vraiment énorme et qui est impossible à gérer par Madame F. À ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment primordial et les interactions là sur l'ensemble des solidaires ont été magiques pour réussir à aboutir à ce projet. Voilà, il y a eu un éco-PTZ qui était du coup en équilibre financier par rapport aux dépenses énergétiques. Voilà ce qu'il y a eu au niveau du montage. Voilà, après les petites photos. Et on voit un peu l'isolant. Mathieu, je crois que… Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça c'était donc ça a été un don, c'est via Solibat. On a des partenariats du coup avec des industriels et notamment Saint-Gobain pour ne pas le nommer. Bon, je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais ça reste quand même des fabricants de matériaux. Et là, ça a été un levier à un moment où il y avait une problématique clairement financière vis-à-vis d'un artisan entre le moment où il a édité son devis et le moment où il fallait signer les devis. Et du coup, on a mobilisé, c'était Point P Blois, du coup, qui appartient au réseau de Saint-Gobain, où on leur a demandé de faire un don de matériaux. Donc voilà, ça a été un levier pour éviter le blocage, parce que sinon, c'était 2 000 ou 3 000 euros de plus, chose qu'on ne peut pas se permettre en fait pour des personnes qui sont très contraintes au niveau financier. Donc on a quand même ce levier-là aussi sur les matériaux. Solibat, c'est un peu plus large que ça. C'est question de réemploi, c'est question de lutte contre les déchets du bâtiment, mais voilà, il y a des possibilités, des leviers notamment pour débloquer des situations. Et voilà, là pour le coup, ça a été quelque chose qui a été mis en place et géré assez rapidement parce que c'est en gros en juillet au démarrage qu'on s'est rendu compte que l'artisan il avait vraiment un problème à ce niveau-là. Parce qu'il faut qu'il gagne aussi des sous par rapport à ce chantier-là. Et voilà, ça a été un arrangement qui a été possible. Et voilà, on s'est fait livrer du coup de toute la ouate pour l'isolation des combles. Voilà, pour faire en sorte que ça passe bien. Donc, on a vraiment un rôle de facilitateur aussi par rapport aux actions spécifiques que nous, on peut mener. Bon, parfait, Sarah, je pense qu'on a fait le tour de notre projet, de notre côté. Merci beaucoup Pierre et Mathieu pour votre intervention. Ça a suscité du coup dans le chat de nombreuses questions que je propose à Aurélien de relayer et puis chacune et chacun d'entre vous pourront ensuite répondre à ces questions. À tout à l'heure. Merci Sarah, bonjour à toutes et tous. Merci à tous les 4, tous les 5 pour vos présentations. Alors, on a effectivement pas mal de questions. Alors, première question, est-ce qu'il y a une liste des ensembliers solidaires qui est disponible en France pour savoir qui sont-ils et où sont-ils? Est-ce que sur le site web, ils sont recensés? Peut-être, je peux amener des premiers éléments. Alors, d'abord, c'est une expérimentation. On a commencé à travailler avec 10 ensembliers solidaires
en formation, dont ceux autour de la table et d'autres. Évidemment, il y en a d'autres en France qui font ce métier-là. Il y en a chez des opérateurs, il y en a dans des régies de collectivités, il y en a chez Solia et d'autres. La question aujourd'hui, c'est de massifier les choses, quoi, pour nous, et effectivement avancer. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une liste en tant que telle, parce que c'est un démarrage. Là, donc, il y en a 10 qui finissent leur formation fin mars. Dans le cadre du projet dont je vous parlerai tout à l'heure, on prépare la formation d'au moins 200 ensembliers solidaires. Ensuite, c'est un vrai travail qu'on a envie de faire avec l'ensemble de nos membres, mais plus largement, pour que d'abord faire reconnaître ce métier en tant que tel. Et effectivement, moi, je crois que c'est quelque part dans le chat, il y a les questions d'accompagnement. Mon accompagnateur rénove renforcé. On n'a pas encore d'éléments très précis par rapport à ça, en dehors du fait que ça va exister, c'est une reconnaissance de ce métier, mais on est, je crois, au tout démarrage de ça, quoi. Et on espère qu'il y aura une vraie reconnaissance de mon accompagnateur rénove renforcé, que nous on appelle ensemblier solidaire, qui est de trouver des financements qui permettent de faire cette mission d'accompagnement. Vous avez vu là dans nos échanges que les champs sont extrêmement riches. D'ailleurs, on parle nous plus de duo, c'est-à-dire qu'il y a un duo plus social ingénierie financière pour l'un, plus technique sur l'autre, et qui permet de travailler à deux sur ces missions d'ensemblier solidaire, chacun ayant une spécificité. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de liste. D'où ils viennent, pour l'instant, ils viennent soit de gens qui ont une expérience du bâtiment, soit du social, et on essaye de les accompagner, de les former pour qu'ils puissent avoir le maximum de compétences. Évidemment, il en faudra beaucoup plus. Et donc, on n'est pas encore très clair, on est à l'écoute de tout le monde pour voir d'où viennent les futurs ensembliers solidaires. On a fait un calcul l'année dernière, on a identifié qu'il y avait 500 000 propriétaires occupants en France qui sont en situation de grande précarité de vie et qui vivent dans les passoires thermiques. On a calculé qu'il faudrait plus de 10 000 ensembliers solidaires pour éradiquer totalement ce problème à 2030, sachant qu'en plus, c'était avant la crise énergétique. Donc, on voit bien la difficulté, mais considérer que c'est pour nous une expérimentation, il y a une vraie reconnaissance, mais c'est un chantier et c'est aussi pour ça qu'on est ravis, et merci au rappel de venir en débattre avec vous, parce qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet. Merci Gilles, tu as répondu à quelques questions sur le profil des ensembliers solidaires. Sur une des questions, une participante a du mal à voir comment une seule et unique personne peut avoir toutes les compétences nécessaires pour ce type d'accompagnement complexe, mais si j'ai bien compris, ensemblier solidaire se base plutôt sur un binôme. Voilà, le principe, c'est un binôme, même si chacun a la même formation et doit être capable d'intervenir. Notamment, il faut quand même considérer qu'une partie des gens dont on parle sont en très, très grande difficulté de vie et que si un ensemblier solidaire tombe malade, choisit de changer de vie, etc., il faut pouvoir assurer une forme de tuilage dans l'accompagnement. Et donc, c'est important qu'il y ait de toute façon un duo, ce qui peut permettre de se relier, quoi, parce que établir, mais peut-être que Camille peut compléter, quand on commence à accompagner une famille en très, très grande difficulté, c'est vraiment un travail. Il y avait une autre question qui disait, mais est-ce que la famille, en gros, décide? Bah oui, bien sûr, elle décide, et c'est pour ça que l'accompagnement est important. On n'est pas en train de dire il faut coller un programme tout fait, mais bien au contraire, faire dans la dentelle avec chaque famille pour que ce soit leur projet, quoi. Mais peut-être, Camille, tu peux compléter là-dessus. Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est l'alliance des compétences que chacun peut apporter autour des familles qui permet aussi de faire sortir les projets. L'objectif, ce n'est pas de prendre la main sur le projet et de contraindre la famille après à vivre dans les conditions telles qu'on le propose, c'est qu'elle s'en saisisse, qu'elle décide, qu'elle prenne les choix avec nous et du coup, que nous, on puisse lui apporter une expertise tant technique, sociale et financière qui lui permettent de prendre les bons choix pour l'avenir. Donc, plus on est d'acteurs et mieux c'est, on a plus dans plusieurs têtes que dans une. Donc, voilà, il y a forcément un binôme de professionnels et après, on peut avoir aussi l'enjeu du tiers de confiance qui est là aussi pour rapporter ses connaissances et sa complémentarité au projet.
Merci. Il y a une question sur l'articulation de ces compétences justement autour du ménage et dans le suivi du projet du ménage sur les différents corps d'expertise. Comment est-ce que ça intervient chez le ménage? Est-ce que c'est successivement binôme? Est-ce qu'il y a un partage d'informations sur la famille? En gros, comment ça s'articule? Les commissions, des réunions régulières, une fiche navette, comment on garde en gros le fil rouge entre justement les différentes compétences qui ont besoin d'intervenir autour du projet? Je peux répondre. Camille En fait, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des réponses aux besoins dont les familles ont besoin au moment où elles se présentent. Donc, l'idée, c'est que l'acteur qui intervient, il est en capacité de répondre aux besoins. Il n'est pas, voilà, c'est pas toi d'abord, puis moi, c'est non, on y va en fonction des besoins de la famille, des besoins du logement, de l'urgence quand il y a. Mais c'est la complémentarité de tous les acteurs autour qui fait qu'il n'y a pas de sens. Évidemment, on essaie de donner une logique aux situations qu'on accompagne, mais pour autant, s'il y a des besoins qui se présentent en cours de route, on y répond. Et d'où l'enjeu ici d'être à plusieurs, parce que comme le disait Gilles, il peut y avoir des absences, et un dossier, une situation ne doit pas s'arrêter parce qu'un professionnel ou un accompagnateur est absent. Enfin, ça, c'est pas gérable. Je ne sais pas si Pierre ou Mathieu voulaient compléter eux. Nous, dans le processus de formation, les artisans sont formés à communiquer entre eux, donc à apporter une solution ensemble. Donc, c'est vraiment dans le processus de formation du groupement. Mathieu l'a dit, c'est pas parfait, hein. Du coup, avec ARA, il a fallu se synchroniser. Il y a eu des petites défaillances des artisans, donc ça peut arriver. Mais normalement, dans un groupement d'Orémy, il y a une synchronisation qui est faite. Donc, en tout cas, pour celui qui met en œuvre techniquement la synchronisation et donc vraiment un cursus de formation d'Orémy. C'est pour ça aussi que l'ensemblier solidaire doit avoir une vraie compétence sociale, et même celui qui a plus un focus technique, parce que la question des artisans, c'est effectivement de la coordination, parce qu'on voit bien que la rénovation globale, ce n'est pas l'addition d'artisans, mais c'est un vrai pilotage si on veut avoir de la performance. Mais c'est aussi des gens qui travaillent avec des publics en grande difficulté, et donc il y a de la formation sociale pour les artisans. Il y a de la formation au niveau de tous ceux qui font la médiation sociale, les CCAS, les bénévoles d'associations. Il y a une vraie formation aussi sur la sociale, précarité énergétique. Ça demande à ce que tout le monde se coordonne bien. On est sur un vrai parcours de rénovation. Ça veut dire un vrai parcours d'accompagnement social, technique et financier tout le long, quoi. Et c'est vraiment, je crois que quand on commence à toucher à ces sujets, on se rend compte qu'il y a des vraies complexités et des risques de blocage si celui qui est le chef d'orchestre de tout ça n'est pas en très bonne maîtrise de l'ensemble. Ouais, clairement. Si je peux préciser, c'est vrai que c'est comment dire, il y a des choses qui sont très technicien en termes rénovation. On va parler de 55 kWh par mètre carré par an, etc. Pour un bénéficiaire qui est dans une situation de précarité énergétique, finalement, toutes ces choses-là qui sont très techniques, c'est un peu lointain finalement on va dire de sa problématique quotidienne. L'accompagnement, il est là aussi pour appréhender finalement ces sujets-là, d'expliquer pourquoi la rénovation énergétique, c'est quoi les problèmes d'énergie, etc. Donc, il y a finalement cet accompagnement aussi et cette pédagogie à avoir, du coup, que peut proposer on va dire l'ensemblier solidaire à différents niveaux. Et si finalement cet apport de savoir qu'on va amener, c'est quelque chose qui va de pair finalement avec toutes les contraintes inhérentes finalement à une action de chantier qui bouleverse le quotidien de la personne. Donc c'est pas juste de faire un acte technique, un acte de travaux, de l'isolation, etc. C'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Effectivement, il y a les aspects financiers et de confort, mais plus largement, dans quoi ça s'inscrit, parce que les gens, s'ils ne comprennent pas pourquoi font ça, Camille, elle expliquait ça un peu tout à l'heure, c'est que si c'est quelque chose qui est complètement désapproprié de la personne, et ça s'est beaucoup vu sur les programmes de rénovation, les politiques publiques d'une manière générale, c'est en gros, c'est comme ça et c'est pas autrement. S'il n'y a pas l'accompagnement finalement pour faire comprendre
l'objectif final de la rénovation, on perd un peu les personnes. Donc ça, l'ensemblier solidaire permet ça, notamment par le tiers de confiance et aussi les accompagnements techniques et sociaux et financiers qu'il peut y avoir à côté. C'est quelque chose qui a un vrai levier pour l'appropriation du projet par la personne et que ce ne soit pas juste quelque chose de très technique. Donc évidemment, c'est une spécificité, le plus qu'on va mettre sur l'accompagnement de la personne, donc rassurer. C'est des coups de fil très très réguliers, donc pouvoir répondre. Moi, Madame F, je l'ai régulièrement au téléphone plusieurs fois par semaine, qui me pose des questions sur mais comment, mais ils viennent quand, il devait venir, il n'est pas venu, etc. Donc ça après, c'est du pilotage, donc il faut rassurer. Mais après, plus largement, c'est effectivement expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. La lutte contre la précarité énergétique, donc c'est voilà, les consommations d'énergie, c'est le CO2, donc c'est des choses qui nous dépassent un peu, mais c'est des choses qu'on peut amener du coup sur le tapis dans le cadre de la rénovation, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'insiste juste sur les artisans, ça les implique aussi. C'est pareil, c'est pas juste le donneur d'ordre et celui qui répond, ça implique vraiment le groupement d'artisans dans une envie d'atteindre l'objectif de performance et de rénovation globale. Donc il y a aussi cette partie-là. Tout le monde est impliqué dans le projet du ménage pour voilà, faire tout bien et atteindre un bon niveau de performance. Merci pour ces témoignages. Alors, il y a des questions également sur l'articulation avec les autres acteurs des territoires. Alors, Gilles a commencé à en parler, notamment mon accompagnateur Rénov', l'opérateur ANA qui propose d'accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation, comment ça s'articule avec leur mission, à quel moment ils interviennent, à quel moment ils peuvent être sollicités. De la même manière, s'il existe des dispositifs territoriaux comme les fonds d'aide aux travaux, comment est fait le lien aussi avec ces dispositifs d'aide à la rénovation. Et également les travailleurs sociaux aussi, qui accompagnent les ménages. Voilà, comment un peu tout ça, tout ce petit monde s'articule avec Ensemblier solidaire. Alors, c'est encore une fois, pardon, mais c'est en train de s'inventer. Aujourd'hui, un ensemblier solidaire dans les organisations qui sont autour de la table, c'est un budget. Donc, ça s'intègre dans un budget global. On estime qu'un accompagnement complet, social et technique, ingénierie financière, vu le nombre de jours, etc., et les rémunérations de nos associations, on sait ce qu'elles sont, malheureusement. On aimerait pouvoir assurer des salaires plus importants, mais en prix de revient aujourd'hui, c'est à peu près 7 500 €. Nous, on pense qu'on va pouvoir diminuer ces coûts parce qu'on va massifier, ça va s'augmenter. On est en train de travailler sur une boîte à outils numérique pour aider au mieux les ensembliers solidaires, mais pour l'instant, c'est un coût qui reste très important. Avec mon accompagnateur Rénov' renforcé, on va avoir la prise en charge au moins d'une partie de ce budget par l'ANA. Le problème, on ne sait pas combien. J'étais en réunion avec l'ANA ce matin encore et on n'arrive pas à avoir le montant. Ils parlent de 4 000, 4 500, 5 000 €, ce qui permettrait quand même de rémunérer cette mission qui est quand même très complète. Ça, c'est le premier point. Après, sur le terrain, je crois que chaque territoire est spécifique. Dans certains, le réseau Ecohabitat, je crois, travaille beaucoup avec un tiers de confiance qui est le Secours catholique et le CCAS des mairies. Tout à l'heure, Pierre disait que c'était via un artisan qui a créé le contact. On essaye d'améliorer ça, de le systématiser, d'avoir plus de moyens. Bon, ça fera le lien avec ce que je vous dirai tout à l'heure là, sur les territoires zéro exclusion énergétique. Mais là, on est en train d'explorer pas mal de pistes et on est vraiment demandeur aussi des idées. Hein. Tout ce qu'on fait est évidemment ouvert. Enfin, on est une plateforme multi-acteurs complètement ouverte. On discute avec le Pôle emploi, on discute avec des banques. Voilà, donc tout ce qui peut permettre de créer ce lien. Et effectivement, on voit sur pardon, je prends de l'avance, mais sur les territoires zéro exclusion énergétique, il y a des territoires où ça se met en place avec le SLIM.
parce qu'il y en a un. Malheureusement, il n'y en a pas partout. À d'autres endroits, c'est l'IPIM, c'est la médiation sociale. Enfin, pour l'instant, c'est aussi totalement du sur-mesure aussi en termes d'alliance. Parce que de toute façon, si on veut être à l'échelle sur un territoire, il faut créer une alliance locale qui implique tout le monde. Merci Gilles. Je ne sais pas si Lydie, tu peux compléter avec le micro ouvert. Lydie. Peut-être compléter sur l'articulation des différents opérateurs et notamment le lien avec les travailleurs sociaux. Chez les compagnons bâtisseurs, un ménage est orienté par un travailleur social dans la majorité des situations. Et ce travailleur social est le tiers de confiance et il est régulièrement consulté au cours des comités techniques de suivi. Donc, tous les mois et demi, 2 mois, il y a un point sur la situation et on avance. Donc, le travailleur social, voilà le lien avec lui et effectivement, il repère. Après, l'articulation avec tous les autres d'acteurs, on peut être sur un territoire d'opération programmée, donc OPA ou PIG, et là, on va devoir s'articuler avec l'opérateur ANA désigné. On va aussi devoir s'articuler avec le mandataire MaPrimeRénov' si l'opérateur ne le fait pas. Pour le montage des certificats d'économie d'énergie, c'est au ménage de le faire, alors accompagné par le réseau France Rénov'. Souvent, on accompagne aussi le ménage à le faire. On a toutes les aides, conseils départemental, conseils régionaux, ça dépend des territoires. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait… chaque territoire est différent. Ça peut être, ça peut être à un moment donné les compagnons bâtisseurs et puis à un autre moment, Solia ou un autre opérateur. On va avoir aussi, on a mis en place, nous, chez les compagnons bâtisseurs, un fonds d'intervention pour les propriétaires occupants, donc qui est mobilisé par les collègues en région. On a aussi tout ce qui est fondation privée et les dons de matériaux type des plateformes Solibat. Donc, il y a un maillage à faire. Quand on commence sur le territoire, c'est déjà de vérifier les dispositifs et qui fait quoi. Et c'est clairement assez compliqué. Mais on y arrive. Ouais, si je peux juste témoigner pour l'avoir fait. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas trop de modélisation possible en fait. C'est vraiment de la dentelle. Mais quand je dis de la dentelle, c'est que ce soit au niveau territorial, que ce soit la personne accompagnée. On peut pas modéliser en appuyant sur un bouton, etc. C'est un vrai travail. Et c'est ce que fait ressortir un peu cette expérimentation-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mobilisables et pour le coup mobilisées. Mais on va dire, il n'y a pas de modèle absolu. C'est très, ça dépend vraiment du territoire, de la personne. Il n'y a pas, il y a pas de solution magique. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Le chantier, que ce soit la typologie du bâti, de là où on part, on va dire le bénéficiaire qu'on va accompagner. Et puis, au niveau local, c'est les personnes, c'est l'opérateur, dans quoi il s'inscrit, effectivement. Lydie, elle disait, c'est un PIG, c'est une OPA, c'est quel opérateur, est-ce cet opérateur a des conventions avec d'autres organismes, etc., pour des questions d'avance, de trésorerie. C'est un écosystème territorial et le métier d'ensemblière, c'est vraiment de le mobiliser au mieux pour le bénéfice de la personne. Merci pour vos réponses. Quelques petites questions sur le public cible. Quelqu'un demande pour les locataires, point d'interrogation, incendie solidaire, ça s'adresse aux propriétaires occupants. Si je ne m'abuse. Pour l'instant, nous travaillons sur les propriétaires occupants, tout simplement parce que c'est aussi plus facile de déclencher effectivement les travaux. C'est des travaux plus chers, bien sûr, que des appartements, mais là, on peut avoir une maîtrise et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a déjà 500 000 en France qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Maintenant, c'est un sujet sur lequel dont on discute de plus en plus. Il y a un programme C2E qui est détenu par Solia Habitat Humanisme et la DIL sur le sujet des bailleurs, que je ne connais pas dans le détail. Mais bon, voilà. En tout cas, on a, en termes de compétences des ensembliers solidaires, c'est quasiment la même chose.
Je dis quasiment parce que dans l'accompagnement, il y a aussi une question d'apprentissage, de travailler avec les syndics, etc. Enfin, voilà. Donc, mais on a certains membres qui travaillent spécifiquement sur ce sujet, comme l'Agence parisienne du climat et la ville de Paris, par exemple, et c'est le cas de toutes les grandes villes. Sur le métier d'ensemblier solidaire, ça ne change quand même pas grand-chose. Ça ajoute encore de la complexité, bien sûr. Merci Gilles. Quelqu'un demandait pour accéder à la plateforme que tu évoquais, Gilles, tout à l'heure, qui est Stop Exclusion Énergétique. Pour y participer, la personne peut te contacter directement ou aller sur le site Stop Exclusion Énergétique. Attends, je vais partager mon, partager ton mail. Partager mon mail sur le chat. Et toujours sur le public cible assez rapidement, donc on est sur la maison individuelle, pas de copro, on est accompagné pour le moment non plus. Non, enfin pas de mon côté. Non, pas de copropriété en tout cas, sur ensemblier solidaire. Ok, merci. Alors je vous propose de... Alors, Aurélien, ton micro est fermé. Pardon. Merci Sarah. Il y a des questions qu'on n'a pas le temps de poser, vu que le temps avance. Elles seront transmises aux intervenants et donc ils pourront y répondre et on transmettra donc les réponses aux participants. Donc je vais sans plus attendre repasser la parole à Gilles, qui va nous parler de la manière dont ce programme pourrait être massifié grâce notamment au programme C2E Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Et il y aura un temps de questions-réponses après coup, après la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, peut-être tu peux mettre en plein écran. Ah, parfait. Bon, alors écoutez, nous, la démarche, c'est évidemment de pouvoir accélérer. Donc, on s'est dit, si on veut vraiment viser le fait de travailler à grande échelle, il nous fallait des démonstrateurs. Et donc, parce que pour l'instant, ce qui se passe est plutôt en diffus. Donc, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur des territoires. Donc, essayons de trouver des territoires qui eux-mêmes sont face à des grandes difficultés, c'est-à-dire qu'il y a un nombre important de logements qui sont des passoires thermiques, habités par des gens en difficulté de vie. On est sur ces critères précaires et grands précaires. Et donc, on a, avec l'ensemble des membres de l'association, on a déposé un dossier, une candidature au programme programme C2E 2022, d'autant qu'il y a il y avait un axe précarité énergétique. Donc, on a été deux lauréats, je parlais de l'autre tout à l'heure, autour de l'idée de créer des territoires zéro exclusion énergétique. Je pense que le terme est assez clair. Il s'inspire évidemment des territoires zéro chômeur longue durée. D'ailleurs, c'est ATD Carmonde, membre de l'association, qui a proposé qu'on utilise ce nom pour faire des démonstrateurs. Donc, l'idée est extrêmement simple par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'on identifie 14 territoires en France, 4 plutôt des gros quartiers, 6 quartiers ou villes moyennes et 4 dans le rural. Tout ça nous permettant de financer 2000 accompagnements, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura des ensembliers solidaires, systématiquement, on pourra prendre en charge toute la mission d'ensemblier solidaire, donc d'accompagnement renforcé. Et en plus, le programme C2E va nous permettre de faire toute l'ingénierie de formation, toute la formation effective, elle sera intégralement financée. Donc, pour ces 14 territoires, il y a à peu près 120 ensembliers solidaires qui pourront être formés. Ça, ce sera en fonction évidemment des 14 territoires, des opérateurs qui sont eux-mêmes sur les territoires. Les ensembliers solidaires, ils ne sont pas du tout salariés évidemment de la plateforme du collectif, mais des organisations de terrain, que ce soit des régies de collectivités, des opérateurs. Et donc, ça va permettre sur 4 ans, mais l'opération durera 36 mois, de prendre en charge toute cette partie-là. Et on va mettre en plus des coordinateurs, un par territoire. Donc, comment ça se passe? On va publier bientôt un AMI. On proposera peut-être
au rappel s'ils le souhaitent de le partager, ou en tout cas ce sera après ceux qui le veulent. J'ai mis mon email, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En parallèle de ça, on a aussi une action plus diffuse sur des territoires peut-être plus petits. Donc, on a 2000 accompagnements financés avec le programme qui seront faits sur des approches soit de territoires plus petits, soit en partenariat avec certains opérateurs, soit sur du spécifique. On pense par exemple à l'ultramarin, à des actions particulières, ou alors juste un petit quartier ou un lotissement où là, on sait que ça peut être 20, 30, 50 maisons qu'on planifie via un partenaire et avec la prise en charge. Alors, ça ne prend pas du tout la question des travaux eux-mêmes, hein, ça ne pourrait pas être dans un programme C2E, mais c'est toute la partie accompagnement. Alors, je n'ai pas rebondi tout à l'heure, mais il y avait aussi une autre question auquel on n'a pas répondu, c'est la question du reste à charge, la massification du reste à charge, parce que nous, on a créé un fonds, mais assez modestement, parce que c'est à la fois beaucoup, parce que c'est 150 accompagnements, mais en même temps, à l'échelle des 3000 en étape intermédiaire, c'est peu. Donc, on va renforcer ce travail-là et on est en train d'essayer de négocier avec pas mal de partenaires pour avoir plus d'accompagnement monté en budget. Enfin, vous avez le projet qui a été présenté tout à l'heure, c'est un projet à plus de 100 000 euros. C'est quand même, heureusement, ce n'est pas la majorité, mais ils deviennent de plus en plus nombreux, notamment en région parisienne, à atteindre les 100 000 euros, ce qui pose plein d'autres problèmes. Probablement que vous connaissez de présence d'architectes et autres. Mais en tout cas, on travaille aussi sur ce sujet. Donc, c'est vraiment la mise en œuvre de ce parcours de rénovation globale, performante et écologique avec les ensembliers solidaires. Et pour pouvoir accélérer ça, former déjà 200 ensembliers solidaires pour ensuite pouvoir accélérer, puisque évidemment, tout ça est énorme. Pour vous situer, ces 3000, c'est à la fois peu à l'échelle des enjeux, mais beaucoup par rapport à ce qui se fait. L'ANA a financé l'année dernière, en 2021, pardon, 1640, pardon, si je ne suis pas très précis sur le chiffre, rénovation globale chez les grands précaires en France. On voit bien que ces chiffres sont très modestes et que, voilà, donc nous, l'objet, c'est d'essayer d'accélérer le plus possible, quoi. Voilà, j'essaye d'être très rapide. Si certains vous intéressent, y compris de se porter candidat, de recevoir le cahier des charges de l'AMI ou de monter des projets spécifiques que nous, on appelle le diffus, bah, c'est pareil, n'hésitez pas déjà, en dehors du fait de poser des questions maintenant, mais je vois les horaires et je pense que nos amis animateurs vont commencer à être inquiets sur la gestion du temps. Mais voilà, on est à votre disposition. C'est vraiment un projet qu'engage déjà une 60aine d'acteurs, mais on a envie de le monter avec un maximum d'acteurs pour qu'on puisse tous à la fois bénéficier évidemment de ces financements, mais surtout que ce soit un accélérateur de ce qui peut se faire sur la rénovation globale et performante. Merci Gilles pour cette présentation. Alors, je pense que tu as répondu à une des questions précédentes qui était de savoir comment rémunérer cet accompagnement, ce temps d'accompagnement. Donc, ça fait maintenant l'objet d'un programme C2E. Il y a une question sur la cible. Est-ce que le programme C2E, est-ce que la cible du programme reste les maisons individuelles ou est-ce que les copros sont également visés? Est-ce qu'il y a déjà ce critère qui est établi? Alors, c'est majoritairement des maisons individuelles, mais évidemment, il y aura probablement un quartier de Paris, parce que je sais que la ville de Paris va déposer un dossier. Là, c'est de la copropriété. S'il y avait des précaires dans des maisons individuelles à Paris, je pense qu'on le saurait tous. Et donc, c'est majoritairement des maisons individuelles au niveau national, malgré donc, les grandes villes, Marseille, Paris notamment, et la métropole de Lille, où là, il va y avoir plus de copros. Et de toute façon, quand on travaille à l'échelle d'un territoire, même si c'est des territoires de quelques milliers de personnes, il y a au moins de la petite copro, quoi. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, sur ce qui concerne le programme de manière spécifique. Donc, ça nous permet aussi de revenir sur les questions de tout à l'heure.
avec pas mal de questions, effectivement, tu l'as dit, Gilles, sur le reste à charge et la difficulté à boucler les fonds de financement sur des projets qui peuvent faire 100 000 euros avec 35 000 euros d'aide publique uniquement. Et une question sur les dons. Je pense que c'est Mathieu qui en parlait tout à l'heure. Un participant a précisé que les dons, c'est un outil plutôt exceptionnel et que ça ne pouvait pas forcément se concilier avec la massification. Quel lien avec les modèles économiques soutenables à grande échelle? Je ne sais pas là-dessus si Mathieu, tu veux réagir. Donc, ouais, spécifiquement, c'est Solibat. Donc, ça, c'est une action que les compagnons ont démarré en 2012. Donc, on a un niveau d'expertise assez poussé sur cette question-là, qui est effectivement tout ce qui va être du don solidaire, c'est-à-dire un partenaire, un fournisseur ou un fabricant qui décide d'aider simplement une famille, donc il va faire une sortie de stock de matière pour pouvoir solutionner le problème, un peu comme ça s'est fait chez Madame F, parce que un artisan s'y retrouvait pas et que du coup on a sollicité un donateur pour faire un don solidaire de matériaux pour lui permettre de réaliser son lot. Après, il y a tout ce qui relève plus de problématiques liées aux déchets du bâtiment. Donc ça, c'est une expertise que nous, on a développée depuis 2012, donc qui touche à tout ce qui est les invendus. Pardon. Et la mobilisation et la structuration de ces filières-là, qui est un réel enjeu environnemental aussi, mais qui constitue aussi un levier très, très fort pour pouvoir solutionner les projets. Alors, la question de massification, donc du coup là c'est finalement le développement de filières et comment est-ce que ça peut être soutenu localement. Donc ça c'est des choses que nous on travaille sur le projet Solibat notamment, mais il y a des gisements qui sont quand même assez considérables vis-à-vis des industriels notamment. Donc il y a énormément de matière à mobiliser. La massification, elle est possible. La modélisation économique, on y travaille, notamment avec on va dire des éco-organismes qui se mettent en place sur justement la gestion de la filière déchets du bâtiment. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez récentes. Ça rentre dans un cadre réglementaire qui est fixé par la loi AGEC de 2020. Donc c'est la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Et voilà, il y a les filières du bâtiment qui se structurent pour essayer de gérer ça au mieux. Et tout ce qui relève finalement du réemploi ou de la mobilisation de fin de stock, etc., ça représente que en gros 1% du gisement des matériaux. Donc il y a un vrai travail il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Aussi parce que les matériaux coûtent de plus en plus cher. Donc voilà, nous on a accès à des gisements parce qu'on a des partenariats avec des industriels, donc ça nous permet quand même de pouvoir avoir des matériaux qui seraient voués à aller à la déchetterie, voilà. Mais c'est un champ qui est encore très mal structuré, mal financé, mais du coup on y travaille. Mais c'est un levier qui est très, 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 très important, enfin, en tout cas à mon sens, moi qui suis l'affaire depuis un petit moment, comme solution pour beaucoup de ménages en situation de précarité énergétique, notamment. Juste pour donner un ordre de grandeur sur l'isolation, juste sur des postes isolation, l'usine, la plus grosse usine d'isolant en France qui est située à Orange, a des gisements dont elle se débarrasse à peu près tous les 2 mois. C'est des quantités qui sont assez phénoménales. Donc après, il y a toute la question du stockage qu'il y a derrière. Mais voilà, ça nous a permis, parce qu'on a eu beaucoup de demandes de bénéficiaires dans le cadre de Solibat, de mobiliser, c'était 2 semi-remorques. Donc enfin voilà, on a beaucoup de matériaux quasiment neuf, voilà, parce que des fois c'est jeté vraiment pour pas grand chose, mais après c'est c'est comme ça. Donc il y a des gisements qui sont très très importants de matériaux qu'on peut mobiliser. Après, à intégrer dans les plans de financement, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous on procède par défiscalisation. C'est un peu le levier qui nous a permis un peu de développer cette filière-là. Et dès lors que c'est défiscalisé, ça ne peut pas bénéficier en plus d'aide publique. Donc, dans les montages,
financier, il faut bien spécifier en gros que des matériaux qui ont été utilisés sur un chantier financé par l'ANA notamment, que c'est des matériaux qui ont été défiscalisés, donc ça coûte en gros 0. Mais c'est un sujet passionnant, vraiment à part entière. Je pourrais parler pendant des heures de ça, mais voilà, sur la question de modèle économique et de l'opportunité de développer ce type d'action, il y a un vrai levier à ce niveau-là. Merci Mathieu. Toujours sur le reste à charge, plusieurs personnes ont demandé quelques détails sur les financements et le reste à charge, pointant que certains dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro peut être aussi restrictif qu'un prêt bancaire classique. Est-ce que vous pourriez, alors je pense que c'était au regard du plan de financement qui a été présenté tout à l'heure par Pierre et Mathieu, est-ce que l'un de vous pourrait nous donner quelques détails sur la liste des dispositifs qui permettent de couvrir le reste à charge, avec une question aussi plus particulière sur SE, ensemblier solidaire, est-ce que c'était le fonds de dotation qui avait été monté ou pas? Enfin voilà, juste pour peut-être partager l'expérience sur le bouclage financier des chantiers. Alors déjà sur SE, dans le budget, c'est le fonds qu'on a monté en tant que Stop Exclusion énergétique. C'est-à-dire c'est le fonds dont je vous parlais tout à l'heure, qui intervient, je dirais, au bout du bout. C'est-à-dire que vraiment sur le reste à charge, quand tout le reste a été sollicité, nous, on est en capacité sur à peu près 150 familles par an. Enfin, ce sera le cas en 2023. On intervient sur un montant maximum de 10 000 € et 10%. Et sur le fait qu'il y ait vraiment une prestation d'accompagnement de type ensemblier solidaire. On ne demande pas forcément à ce que ce soit exactement les formations que nous, on met en place, mais qu'il y ait un vrai accompagnement social et technique et évidemment une approche assez performante. Enfin, assez performante. Oui, on demande à minimum qu'il y ait 2 niveaux de DPE dans l'ambition du chantier. Et que les gens soient autour des 50% du plafond ANA. Donc, on est là sur des restes à charge chez les gens les plus en difficulté. Voilà. Après, sur les outils de financement, peut-être que Camille, tu peux un peu développer. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le maximum de financement. Donc, on table évidemment sur les programmes de travaux lourds auprès de l'ANA et les bonifications maximum au niveau des C2E. Mais effectivement, une fois toutes les aides publiques cumulées, on arrive parfois à des plans de financement intéressants. Pour autant, les financements privés, ils ont aussi leurs limites et il faut trouver un bon compromis technique et financier pour permettre aux situations de sortir. Donc là, à un moment, il n'y a plus de miracle, il faut taper dans le dur, mais effectivement, le financement privé est un très, très bon apport et essentiel aujourd'hui. Juste peut-être pour compléter, on s'aperçoit que sur les territoires, c'est complètement différent. Et les territoires d'accélération, notamment dans les Hauts-de-France, ou les territoires où on a des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, là, on arrive plus simplement à boucler les plans de financement. Mais sur des territoires diffus ruraux, c'est vraiment très, très compliqué. Merci pour ces témoignages. Je vous propose de finir juste par une question sur le programme. Des personnes voulaient un peu plus de détails sur les échéances. Gilles, sur l'appel à la manifestation d'intérêt, en gros, quelles sont les prochaines échéances pour le programme C2E? Alors là, on a une phase un peu technique administrative, notamment un programme C2E se finance avec des obligés, donc il y a cette partie un peu technique en cours. On va, je pense, d'ici 3 semaines à peu près, publier un appel aux candidats sur les territoires qui veulent être candidats. Hein. Nous, la logique, elle est assez simple. On cherche des territoires où il y a effectivement un nombre suffisamment évident de passoires thermiques dans lequel vivent des gens en précarité. Ça, c'est notre cahier des charges, mais aussi qu'il y a des acteurs associatifs ou collectivités, ou plutôt les deux, déjà présents sur le territoire, qui nous permettent réellement d'expérimenter. Donc ça, c'est ça va arriver d'ici 3 semaines. Donc n'hésitez pas, pareil, vous m'envoyez un mail, comme ça, dès que c'est publié, ça sort. Et côté sur
l'aspect plus diffus, on cherche des opérateurs qui sont intéressés pour mener des opérations qui peuvent être à différents endroits de France, mais sur des quantités, je dirais, même si le terme est un peu difficile, des gens prêts à s'engager avec nous, mais n'hésitez pas à prendre contact, voir comment tout ça peut s'articuler, indépendant de ce trajet des territoires dans lequel on fait les appels. Les territoires seront choisis dans le courant du prochain trimestre, et tout ça sera opérationnel début septembre avec des comités locaux, avec des actions pour identifier sur les territoires, mettre en place toute une communication locale, une mobilisation des acteurs, la formation des ensembliers solidaires. Tout ça va se faire sur un calendrier qui est en définition, mais à partir essentiellement de tout début septembre. Merci Gilles pour ce retour. Sarah, je laisse la parole à Sarah. Alors, il est l'heure de conclure. C'était un super webinaire. Merci à tous les participants. Merci à tous nos intervenants pour la contribution à cette présentation et ces riches retours d'expérience. Donc, on espère que ce webinaire vous aura permis de répondre à vos questions ou même donner des idées. Il sera mis en ligne d'ici quelques jours sur le site du Rappel. Et si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec d'autres collègues, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous faire remonter vos idées de sujets ou les retours d'expérience avec Aurélien. On est toujours friands de toutes vos riches idées venant du terrain pour les donner à voir à l'occasion de ces webinaires. Donc, merci encore à tous pour votre participation. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt.